Que serait Mons sans sa Ducasse? L'événement se déroule le dimanche de la Trinité et attire chaque année la grande foule. Si vous y êtes invité, vous recevrez le joli nom de Chambourlette et vous aurez vite compris l'importance que revêt une telle fête pour les Montois. Vous n'oublierez d'ailleurs pas de sitôt la cité du Doudou. La première cérémonie importante se déroule le samedi soir, veille de la procession et de l'Unçon, dans la collégiale Sainte-Vaudrue. On procède à la descente de la châsse de Sainte-Vaudrue, patronne de la cité. Suspendue toute l'année au-dessus du maître-autel, la châsse ainsi que le reliquaire du chef de la Sainte sont déposés dans le transept. Nous vous prions et demandons, ici même, d'en assurer la protection. Fidèle à la tradition, le doyen de la collégiale confie aux autorités civiles la garde des reliques qui seront processionnées en ville le lendemain sur le quart d'or. Hors de cette église jusqu'à rentrer y sera, nous ferons notre loyal pouvoir de l'aider et garder, sans coût ni frais, pour qu'il ne court aucun danger ni péril en cette ville. Enfin retentit pour la première fois l'air du Doudou. En 1349, une épidémie de peste ravage Mons. La population implore la sainte patronne de la ville en organisant une procession spéciale. Bientôt, l'épidémie est enrayée et en reconnaissance envers Madame Vaudrue, les Montois décident de processionner chaque année les reliques de leur sainte. Au XIVe siècle, il y a une confrérie qui est instituée par Guillaume de Bavière, une confrérie en l'honneur de Saint-Georges. Et cette confrérie a son siège à la maison communale, à l'hôtel de ville, où d'ailleurs existe toujours la salle Saint-Georges, qui est en fait l'ancienne chapelle scabinale. Et à un moment donné, cette confrérie fait jouer un jeu médiéval qui est la lutte de Saint-Georges contre le dragon, Saint-Georges leur patron. C'est à la mode d'ailleurs dans toute l'Europe. On peut penser que c'est au cours du XIVe siècle que commence ce jeu au cours de la procession. Cela donne finalement naissance aux grandes fêtes. Ce sont les deux grandes manifestations qui donnent le sens à la fête de la Ducasse que nous connaissons aujourd'hui. Ducasse qui a ses lettres de noblesse, puisque hormis la procession du quart d'or, qui est aussi le cortège historico-religieux le plus important de Wallonie, la Mons est la seule ville qui ait gardé ce combat processionnel des Pays-Bas méridionaux. Cette procession est toujours organisée par les paroisses de l'ancien Mons, la paroisse de Mons Intramuros. Ce sont elles qui défilent avec chacune leur confrérie et leur corporation. Aujourd'hui, les corporations n'existent plus, mais elles figurent toujours dans la procession par des groupes figuratifs, donc des participants qui escortent encore les reliques de leur saint patron ou la statue de leur patron. Il y a la confrérie de Saint-Jean des Collets, dite la confrérie des Beubeux. À Mons, on les appelle les Beubeux. Ce sont ces personnages recouverts d'une cagoule et qui, au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, escortaient les condamnés vers le lieu de supplice. Cette confrérie existe toujours à Mons. Elle a son siège plutôt dans la paroisse Notre-Dame de Messine. Et elle existe encore en activité, elle apporte encore aide et soutien aux prisonniers et à leurs familles.
chars colorés et dorés se succèdent au cours des siècles. L'actuel, de style Louis XVI, a plus de 200 ans d'existence. Il date de 1780 et fut restauré voici quelques années. Il clôture la procession et joue un rôle déterminant en fin de parcours. Alors bon, cette procession fait le tour de la ville, comme il y a 250 ans d'ailleurs, et à la rentrée, la procession se termine dans une ambiance hors du commun, pour une procession en tout cas, parce que la foule attend la remontée, vous connaissez, la rampe qui se trouve à côté de la collégiale, et selon la tradition, ce raidillon doit être monté sans arrêt par le quart d'heure tiré par les fameux 6 chevaux. Une équipe de 6 chevaux, ce qui n'est pas facile d'ailleurs à diriger et à mettre en place. C'est un moment d'intense émotion. Quand cette foule accompagne le quart d'heure dans sa remontée au petit galop de ces gros chevaux de la bourre, ces chevaux de trait, c'est vraiment impressionnant et émouvant. En effet, il est midi lorsque ce quart d'or, pesant 3 tonnes, gravit la rampe Sainte-Vaudrue, tiré au galop par les chevaux que la foule acclame. La légende populaire prévoit une année de malheur ou la guerre si le char ne remonte pas le raidillon d'un seul élan. En période d'occupation allemande, la procession ne sortit pas en ville et pourtant beaucoup persistent à dire que le quart d'or ne remonta qu'avec peine la rampe Sainte-Vaudrue ces années-là. Comme on le voit, cette légende est bien chère aux Montois. Après la remontée du char, la foule se rue vers la Grand Place, où se déroulera la lutte du bien contre le mal, le combat dit Luçon qui oppose Saint-Georges aux dragons. Tandis que les autorités civiles et les acteurs de Luçon se rassemblent au pied de la collégiale pour former le cortège. Les premières salves des pompiers sont tirées. Les accents rythmés du doudou, air d'ancienne marche militaire, entraînent le cortège vers le rond. Aidé de la lance, de l'épée, puis du pistolet, Saint-Georges va tenter d'abattre Helbiette, encouragé par les Montois et par les salves tirées des divers points de la place. C'est ça qui est fabuleux dans cette manifestation, c'est que c'est un spectacle total, où le public joue autant que les acteurs, et vous mettez tout ça entre guillemets, et où tous les sens sont en éveil. C'est une espèce de surexcitation de tous les sens. Et c'est pourquoi l'air de Luçon qui est martelé, qui revient très régulièrement, presque lancinant pendant une demi-heure, fait partie du décor sonore. De même que les salves tirées par les pompiers tout autour de l'arène. Et puis, quand on tire une salve, il y a dans l'air comme une odeur de poudre qui constitue aussi un élément important dans cette espèce d'excitation collective qui retombe très vite à la fin du combat. Puis visuellement aussi, c'est un spectacle très haut en couleurs, le dragon vert, Saint-Georges en jaune, les chinchins dans un costume un peu bariolé, les diables noirs, les hommes blancs, toutes ces couleurs, ça forme vraiment un spectacle, je dirais, esthétique aussi. Il ne faudrait pas oublier que finalement, le personnage principal de Luçon, c'est quand même le public, et c'est ce qui fait la spécificité de cette manifestation folklorique. Je crois qu'il n'y en a pas des dizaines comme ça en Europe. À mon sens, il y a peut-être le Palio à Sienne ou la fête de la Saint-Firmin à Pampelune, où le public de la ville participe très intensément à ce qui est en train de se passer. Le public n'est pas que spectateur, il est acteur de ce qui se passe ce jour-là. Vous savez, un Luçon sans public, ou un Luçon qui se déroulerait devant des banquettes où les gens sont bien assis, ça n'aurait aucun sens. Donc le Luçon n'a de sens que comme une manifestation collective populaire, et là, il est clair que c'est le public qui a le rôle principal. Si
Si ce jeu d'origine religieuse a persisté à Mons depuis le Moyen-Âge, sans doute est-ce parce que le peuple montois en a rapidement fait le symbole de son existence, de son originalité, de son authenticité. Je pense que ce folklore a pu se maintenir à Mons alors qu'il aurait pu se maintenir ailleurs, parce que très vite, le peuple de Mons s'est réapproprié ce combat légendaire qui était au départ voulu par les chevaliers, c'est-à-dire par l'aristocratie. Très vite, le peuple de Mons se l'est approprié et on en a une preuve, c'est qu'à l'époque, on est un peu plus loin dans l'histoire, à la fin du XVIIIe siècle, Joseph II, l'empereur qu'on appelait l'empereur sacristain, qui voulait tout réglementer à partir de Vienne, avait décidé qu'on supprimerait toutes ces manifestations folklorico-religieuses. Ça a duré 1 an. L'année suivante, il y a eu une telle opposition, de telles manifestations du peuple, qu'on a dû accepter de refaire le jeu de Saint-Georges, mais on a décidé à ce moment-là de le séparer de la procession, ce qui fait que ce qui est devenu le combat d'Ilumson s'est déroulé après la procession, mais le peuple, cette fois-là, avait absolument voulu récupérer ce qu'il considérait comme appartenant à son patrimoine propre, et non plus seulement une représentation théâtrale voulue par quelques aristocrates. Dans le folklore religieux du Moyen-Âge, les diables et les hommes de feuilles, ou hommes sauvages, accompagnaient les forces du mal. L'origine des chinchins, ces chevaux à jupons qui entourent Saint-Georges, est par contre plus controversée. Serait-il une parodie des grands chevaliers de l'époque ? Diverses traces en Europe l'attestent. Les pompiers et les policiers n'apparaissent dans le jeu qu'au début du XXe siècle et sont devenus des personnages folkloriques à part entière. Contrairement aux apparences, tout ce petit monde évolue dans le rond selon un enchaînement de figures respectant un scénario précis. Un jeu que respectent aussi les Montois Caillots, c'est-à-dire ceux qui sont nés à Mons, et que l'on retrouve généralement à la corde ce jour-là. Leur rôle est d'arracher le crin porte-bonheur de la queue du dragon. Tout au bout de la queue du dragon, cet animal fait quand même à peu près 10 mètres, il y a 2 ou 3 queues de cheval qui sont censées représenter la queue du dragon mythique. Et ce sont ces crins de la queue, ce poil de la queue, qu'on essaie d'arracher comme souvenir porte-bonheur. Et si on a la chance d'attraper du crin à la corde pendant le combat lui-même, c'est inestimable comme trésor, ça porte bonheur pendant 1 an au moins, jusqu'au combat de l'année suivante. Et puis il y a aussi d'autres trophées, hein. Vous le voyez ici, c'est l'ancien dragon, celui qui servait jadis. Il y a des décorations, des rubans, des morceaux de ruban qui sont répartis sur toute la carcasse. Il y a le ruban rouge et blanc, il y a les rubans aux couleurs nationales. Tout ça sont des trophées. Après une demi-heure de combat, le dragon, il sort, j'allais dire, tout nu. Je ne sais pas si celui-là a des dents, mais le dragon qui est armé d'une mâchoire solide avec des dents redoutables se retrouve complètement édenté à la fin du combat. Donc il est plus qu'une carcasse. Et tout ce qui est décoration a disparu. Et ça aussi sont les trophées. Idem pour les rubans que portent les acteurs du combat, que ce soit les diables, que ce soit les chinchins, que ce soit les hommes de feuilles ou les hommes blancs. Tout ça sont des trophées qui sont très convoités. Je ne parle même pas des vessies des diables qui peuvent faire le bonheur de générations entières. À 13h pile, Saint-Georges porte au revolver le coup de grâce. Le monstre s'effondre et les acteurs se retirent dans la cour de l'hôtel de ville. La foule tente encore de recueillir quelques crins porte-bonheur avant de se disperser. Mais la fête n'est pas terminée. Elle se prolonge 3 jours encore avec des animations, parfois à caractère traditionnel, telles que le festival de musique militaire, les jeux populaires et la braderie, le combat du petit lumeçon destiné aux enfants. Toutefois, la dernière grande clameur de la foule se fait entendre lors du feu d'artifice tiré sur la Grand Place le mardi soir. Un bouquet final au terme duquel les Montois se disent en partant « Un vlaco pour un an ».